France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir à tous et bienvenue pour votre journal des Alpes. Au sommaire ce soir, un accident du travail mortel à Froges en Isère. 2 ouvriers qui travaillaient au fond d'une cuve d'aluminium dans l'usine Amcor ont fait un malaise. L'un d'eux est mort, l'autre est dans un état grave. Nous serons sur place avec Claudine Longhi. À Pringy, en Haute-Savoie, les salariés de l'entreprise Rectiphase, encore sous le choc, ils ont appris la semaine dernière la fermeture prochaine de leur site, filiale du groupe Schneider. Ils se sont réunis aujourd'hui en assemblée générale. Enfin, des gerbes de neige sous le soleil au col du Galibier. Le déneigement du col par les agents des routes de la Savoie et des Hautes-Alpes est en cours. Le tunnel doit ouvrir vendredi après-midi. La voie sommitale à la fin du mois. Nous sommes allés prendre les dernières images de l'hiver. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Carole Gessler, des milliers de policiers dans la rue à Paris et en région pour dénoncer la haine anti-flic et pour demander plus de moyens face aux casseurs. Place de la République à Paris, une contre-manifestation a dégénéré. Une voiture de police, vous le voyez, a été incendiée. Et puis le trafic perturbé à la SNCF, une nouvelle journée de galère pour les usagers. Trafic fortement perturbé par une grève nationale, la 4e depuis début mars. Le mouvement se poursuivra demain. Un ouvrier est donc mort ce matin à l'hôpital de Grenoble après avoir fait un malaise au fond d'une cuve d'aluminium dans l'usine Amcor de Froges en Isère. Son collègue est encore hospitalisé à 7 heures et les questions sont nombreuses. L'entreprise produit des emballages d'aluminium. Sur place, on retrouve tout de suite Claudine Longhi. Claudine, est-ce que l'on en sait un peu plus à cette heure-ci ? Non, nous n'avons pas de nouvelles informations à cette heure sur l'accident qui a eu lieu ici, derrière moi, dans l'usine Amcor, vers 10h30 ce matin. 2 équipes d'une entreprise extérieure nettoyaient une cuve. Ils la nettoyaient du charbon actif usagé pour en mettre à nouveau. C'est une cuve qui permet de filtrer les produits qui passent dans cette cuve. Ces 4 hommes étaient équipés de harnachés, équipés de masques, reliés à une source d'oxygène, lorsque le boîtier d'une des 2 équipes a sonné pour alerter sur un dégagement de produits nocifs. Cette équipe a donc rapidement évacué les lieux, mais l'autre équipe au fond de la cure a fait un malaise. L'un des 2 hommes a été trouvé en arrêt cardiaque par les pompiers qui ont pu le ranimer sur place. Malheureusement, il est décédé dans l'après-midi à l'hôpital Michalon de Grenoble. Son collègue est actuellement, lui, encore en soins à l'hôpital. Alors, que s'est-il produit? Quel gaz s'est dégagé? Pourquoi? Pourquoi une des 2 équipes s'en est sortie indemne? Pourquoi les autres 2 hommes ont-ils fait un malaise cardiaque? Ces nombreuses questions auxquelles va devoir répondre l'enquête qui a débuté aujourd'hui. Et c'est à peu près tout ce que l'on sait pour l'instant. L'usine est fermée, il n'y a plus personne dans cette usine et je ne pourrais pas vous apporter d'autres éléments au moment où je vous parle. Mais nous allons suivre bien évidemment cette affaire. C'est déjà beaucoup d'informations. Merci pour tous ces détails. Les policiers grenoblois se sont rendus à Lyon aujourd'hui pour protester avec leurs collègues contre les attaques subies lors des manifestations de ces dernières semaines. Une manifestation inédite hier. D'après le ministère de l'Intérieur, 5 policiers ont été blessés à Lyon, dont un sérieusement. Le reportage de Sophie Lvalzeki et Sophie Adam. Ils sont en civil et ne sont pas en service. 450 policiers sont venus de toute la région à Lyon pour exprimer leur ras-le-bol. Ici à Lyon, mais aussi place de la République à Paris et dans toute la France, c'est d'abord pour dénoncer la haine anti-flic. Ces policiers se disent épuisés et harassés après 2 mois d'affrontements en marge des manifestations contre la loi travail. Hier à Lyon, 5 policiers ont été blessés, dont l'un grièvement lors d'incidents place Bellecour. Lorsqu'on a des casseurs qui viennent se mêler à une manifestation, ce n'est pas sans risque pour personne. J'ai entendu ce matin que les policiers étaient payés pour cela. Quelqu'un a dit ça, je trouve ça assez choquant. On n'est absolument pas payé pour se faire blesser, on est là pour faire respecter l'état de droit et on compte bien continuer à se tenir debout face à la haine et à la violence. Parmi les policiers rassemblés aujourd'hui devant la préfecture du Rhône, bon nombre demandent plus de fermeté à l'encontre des casseurs de plus en plus violents. On nous balance des engins incendiaires, des bouteilles de verre, vous avez des canettes qui arrivent sur vous, qui peuvent vous blesser et vous ne savez pas si le soir vous allez rentrer entier ou pas.
mais vous faites votre boulot et votre job et on vous dit de rester là et vous protégez ce que vous avez à protéger. On a face à nous des bandes organisées de casseurs. On ne comprend pas que ces gens-là passent au tribunal le lendemain en comparution immédiate et qu'ils fassent 3 mois de sursis, qu'on les revoie le lendemain dans une autre manifestation. C'est absolument incompréhensible pour nous. À l'unisson, les syndicats de police réclament plus de moyens. On a eu la semaine dernière des collègues blessés à Grenoble, les 6 collègues. Il y en a beaucoup d'entre eux n'étaient pas pourvus de défense comme les CRS ont, comme des organismes de maintien d'ordre ont. Donc on demande que ces moyens soient à disposition des collègues qu'on peut aller chercher pour encadrer les manifestations qui ne sont pas prévues et qu'on prend des policiers dans l'urgence mais qui ne sont pas aguerris au maintien de l'ordre. Quelques Lyonnais étaient présents à ce rassemblement inédit pour soutenir les forces de l'ordre. De quoi peut-être remonter le moral de ces policiers qui savent qu'ils seront fortement sollicités dans les prochaines semaines, avec notamment l'organisation de l'Euro de football. Et cette semaine est celle de toutes les mobilisations au plan national, avec les routiers et les cheminots en grève notamment. À Grenoble, les opposants à la loi travail ont envahi les locaux du MEDEF ce matin, mais le mouvement Nuit debout semble s'étioler. Le point sur une journée animée avec Grégory Lespinasse et Gilles Ragris. C'est pas au patronat de faire la loi. Entre 2 journées de mobilisation, les opposants à la loi travail n'en démordent pas. Une trentaine de militants de la CGT ont investi ce matin les locaux du MEDEF à Grenoble. Une occupation sans violence, mais avec des slogans contre l'organisation patronale, coupable, selon eux, d'imposer des réformes libérales. Quand les médias rappellent en boucle, avec des politiques qui rappellent en boucle qu'on ne peut pas faire autrement, forcément, penser qu'on peut changer les choses, c'est compliqué dans la tête des salariés. Mais nous, on est en train de leur dire, même peu, on prouvera qu'on va changer les choses. On va faire reculer ce gouvernement et on va redonner espoir au mouvement collectif. À la veille d'une nouvelle journée de grève, les syndicats contestataires souhaitent trouver un nouveau souffle. Entre 1700 et 7000 manifestants, selon les sources, ont foulé hier les pavés à Grenoble. Et puis, symbole d'une contestation née de l'opposition à la loi travail, Nuit debout a voté hier soir en Assemblée générale l'évacuation de son campement. Depuis le 9 avril, le parvis de la MC2 à Grenoble accueillait toute une foule de gens pour débattre. Alors ce matin, les rares militants encore présents étaient amers. Ici, le CAR m'a permis de rencontrer des gens humains, de faire des super belles rencontres, d'avoir des discussions, d'avoir des avis de différentes personnes. On a pu échanger sur beaucoup de valeurs. Et ouais, aujourd'hui, voir le camp qu'il n'y a plus personne, qu'il n'y en a pas un qui vient boire un café, moi, ça me fait de la peine parce que, comme je vous ai dit, c'était pas qu'un camp, c'était une famille. Et ces jeunes des quartiers sud de Grenoble, condamnés à la rue, voudraient que l'histoire n'en reste pas là. Eux aussi appellent à la poursuite du mouvement. Et sur les routes, les routiers de la Savoie devraient manifester dès ce soir et demain matin autour de Chambéry à l'appel de la CGT. Ils redoutent que des accords d'entreprise permettent de baisser le niveau de rémunération des heures supplémentaires de 25 à 10%. Une crainte que ne comprend pas la Fédération nationale des transports routiers. Son représentant régional, Philippe Jean-Jean, nous explique pourquoi. La loi prévoit qu'on soit capable de baisser les heures supplémentaires sous couvert qu'on ait un accord d'entreprise. Je ne vois pas des représentants du personnel accepter de passer d'heures supplémentaires à 25%, à 10%. Il n'y aura pas d'accord dans ce domaine-là, dans le cadre de la profession, ce qui d'ailleurs en soi ne me pose pas de problème. Les contrats que l'on a avec les chauffeurs routiers nous engagent pour la plupart des catégories de chauffeurs à avoir des heures supplémentaires. Donc c'est un élément qui est en effet constitutif de leur rémunération qui est important. Je vous le disais dans les titres, à Pringy, en Haute-Savoie, les salariés de l'entreprise Rectiphase, filiale du groupe Schneider, sont sonnés après l'annonce de la fermeture prochaine de leur site. Le groupe abandonne une partie de son activité dans la moyenne tension électrique. L'entreprise est un fleuron de la Haute-Savoie. Elle existe depuis 65 ans. Le reportage d'Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. La pause est silencieuse, une pause de midi sans appétit et des salariés dégoûtés qui, les uns après les autres, ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments. Comme Christian, 35 ans de boîte, dit-il, et autant d'inquiétudes quand en janvier dernier, il lançait avec ses collègues une procédure de droit d'alerte. Les salariés s'y attendaient, questionnaient la direction, sans réponse. Tous les mois au comité d'entreprise, les élus intervenaient en disant alors qu'en est-il de la décision et les gens disaient même je veux savoir.
Quoi qu'il en soit, je veux savoir. Ça, je crois que c'est révélateur de l'immense détresse qu'il y avait dans les salariés, parce que personne ne veut aller à l'échafaud directement. Donc voilà. Donc voilà, le 11 mai dernier, la direction a annoncé lors d'un comité d'entreprise ordinaire l'abandon de l'activité, la relocalisation de la fabrication des condensateurs sur un autre site. Résultat, 96 postes supprimés. Un gâchis, affirme Christian, qui a connu toutes les transformations du site depuis 28 ans. Les investissements, les anniversaires, les portes ouvertes comme ici en 2001 et les inquiétudes et la rage comme aujourd'hui, 15 ans plus tard. On est dans un marché en pleine croissance puisque d'ici 2050, on prévoit le doublement de la consommation d'énergie électrique. Ça veut dire que des condensateurs, il faudra en mettre dans les entreprises. C'est plus un produit industriel. Donc c'est incompréhensible. Cette décision est complètement incompréhensible. La direction a décidé d'engager un plan de sauvegarde de l'emploi. Les organisations syndicales sont convoquées demain à une première réunion de négociation. On vient de l'apprendre, un homme de 53 ans, soupçonné d'avoir violé des jeunes scouts et agressé sexuellement ses propres enfants, s'est suicidé dans la prison de Vars en Isère. Il s'est pendu dans la nuit de vendredi à samedi dans sa cellule. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produits dans la région de Saint-Égrève. Comment réagiraient les secours du département de l'Isère si 3 attentats se produisaient simultanément sur le département? C'est le scénario imaginé par la préfecture pour un exercice de sécurité civile ce matin, indispensable pour tester les capacités de réaction des secouristes. Le reportage de Cédric Picot et Vincent Abran. Simulation de crise à la plateforme chimique de Pont-de-Claix. Une centaine de pompiers et des gendarmes sont mobilisés pour un exercice de grande ampleur. Une explosion suivie d'un incendie vient d'avoir lieu dans une cuve de produits dangereux. Le sinistre serait d'origine criminelle et le bilan est très lourd. On a eu 24 personnes en urgence absolue, 17 victimes en urgence relative et 8 impliqués. On a mis en structure en place ce qu'on appelle le plan de secours à nombreuses victimes, regroupement des personnes avec un pré-traitement sur site, évacuation sur un poste médical avancé qui avait été mis sur la caserne des Chirolles. Un jeu de rôle grandeur nature. Les victimes fictives sont triées selon la gravité de leurs blessures. Le but de l'exercice est de vérifier l'efficacité des secours en cas d'attaque terroriste sur plusieurs sites. Un scénario catastrophe avec une explosion à Pont-de-Claix, un attentat à la bombe à Bourgoin, une attaque au fusil d'assaut à Voiron et une alerte à la bombe à la Verpillière. Des dizaines de victimes sont à déplorer. La crise est gérée au centre opérationnel de la préfecture de l'Isère. Nous sommes dans un état d'urgence aujourd'hui sur le territoire national. La menace terroriste existe. Nous faisons en effet un scénario très large pour être en capacité de voir comment est-ce que nos moyens répondent à une situation plus large, plus importante, plus dépassée que ce qu'elle ne peut être habituellement. Ces exercices de sécurité civile ont lieu une fois par mois en Isère. Attaques terroristes, catastrophes naturelles et industrielles ou accidents de grande ampleur. À chaque fois, le scénario est différent, mais le but reste le même, rester sur le qui-vive et se préparer au pire. Mise en danger des patients et non-respect de l'égalité territoriale, les hôpitaux et maternités de proximité ont saisi le défenseur des droits pour alerter le plus haut niveau de l'État sur la désertification médicale. Parmi eux, l'hôpital de Moutier, dont les urgences ont été fermées en octobre 2015. Les explications de Christian Deville. Depuis leur chaîne humaine, le 15 octobre dernier, à la veille de la fermeture des urgences, les défenseurs de l'hôpital de Moutier n'ont pas baissé les bras. La voie du pénal étant peu contraignante pour l'État qui peut passer outre la décision d'un tribunal, c'est donc la voie administrative qui a été choisie. Le défenseur des droits est une entité indépendante qui regroupe 4 institutions, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, l'ancienne HALDE, et la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Elle lutte contre toute discrimination. Or, l'argument des défenseurs de l'hôpital de Moutier est bien une différence de traitement. 14% seulement de la population du bassin de santé de Moutier serait aujourd'hui à moins d'1 heure d'un service d'urgence. Un chiffre encore plus faible en saison d'hiver, la population de Moutier passant alors de 35 000 à 250 000 habitants. Le renforcement des cabinets médicaux de montagne, l'ajout d'un hélicoptère à Courchevel en hiver par l'Agence régionale de santé n'ont pas calmé la colère du collectif moutiérain
qui dénonce l'intransigeance de l'ARS et réclame l'examen de son projet alternatif. Et quand on parle de la présence indispensable des médecins en zone rurale, illustration avec cette histoire étonnante à Régneux, dans l'Ain. Un cabinet médical menace de s'effondrer. Pour ne pas priver les patients de soins durant les travaux, l'assurance de l'établissement a pris en charge l'installation d'un bâtiment provisoire sur un site, vous allez voir, assez insolite. Béatrice Tardy et Thierry Swiderski. Voilà qui n'est pas commun. L'annexe du cimetière réquisitionnée pour y enterrer les fondations d'un cabinet médical. Des fondations qui n'en sont pas vraiment, car il s'agit de coller 7 bâtiments modulaires qui arrivent par les airs. 4 tonnes à chaque fois suspendues. Une prouesse technologique ? Pas vraiment non plus, car cela fait 50 ans que cette technique existe et elle est de plus en plus utilisée pour sa praticité. À Rérieux, le cabinet médical menace de s'effondrer. Pour que les travaux se fassent, la mairie a donc prêté aux médecins ce terrain immortel, mais non pérenne. C'est un emplacement réservé pour un agrandissement de cimetière, ça ne peut pas devenir pérenne. C'est vraiment une solution d'attente pour des travaux qui doivent être faits assez rapidement, je pense, dans la maison médicale. Ils sont tranquilles, là. Je pense pas que ce soit les voisins qui les gênent. Les voisins sont pas bruyants, c'est l'avantage. Mais au niveau visuel, c'est pas l'idéal pour un cabinet médical. Mais on n'avait pas d'autre choix. C'est la mairie qui... C'est la mairie, oui. Puis il y a très peu de terrain disponible en plus. Suffisamment grand avec un parking à côté, parce qu'il y a quand même des contraintes. Il faut un accès handicapé, donc on ne peut pas s'installer n'importe où non plus. 180 mètres carrés, 6 cabinets médicaux, 12 000 € de location par mois. Très cher, mais il n'y avait pas d'autre solution foncière. Les patients viendront donc se faire une cure de jouvence près du cimetière pendant 1 an maximum. Depuis la semaine dernière, les fraises de l'Isère sont arrivées sur les étals des supermarchés, des variétés gustatives plus fragiles que les fraises du sud de la France ou de l'Espagne. Cette culture peu connue est pourtant traditionnelle dans les environs de Roussillon. Reportage chez la famille Figuet qui produit des fraises depuis 3 générations avec Joël Serroni et Nathalie Rapuc. Au beau milieu de la nuit, dans la zone commerciale de Crolles en Isère, c'est l'heure de la livraison des produits frais. Dans moins de 5 heures, les premiers clients seront là. Au rayon fruits et légumes, certains produits sont renouvelés chaque matin. C'est le cas de la fraise de saison, celle qui vient en particulier du secteur de Roussillon, aux confins du département de l'Isère. C'est un circuit court. Nous sommes livrés tous les matins. Le client mange un produit frais qui est produit par un producteur du département. Et je pense que c'est très important pour lui. C'est à une centaine de kilomètres de là que les fraises sont récoltées, dans des serres ouvertes où circulent les abeilles, précieuses auxiliaires de cette exploitation, engagées dans une culture raisonnée, respectueuse de l'environnement. Ce qu'on développe, c'est surtout ce système de culture-là par rapport à la pénibilité. Et puis on a un produit qui est largement aussi bon que la pleine terre. Parce que bon, on est sur de la tourbe, vous pouvez faire ça dans vos jardins. Vous voyez, c'est de l'écorce et de la tourbe. Donc on recrée la vie microbienne des sols sur des jardins suspendus. Hors sol ou en plein champ, 600 tonnes de fraises sont récoltées chaque année. Une culture traditionnelle dans la région et qui se transmet chez les figuiers depuis 3 générations. On est très petit par rapport à nos collègues allemands ou les Espagnols. Bon, c'est vrai que nous, on est une entreprise familiale, on est 2 frères. Et nous, tous les salariés, on les connaît, on est avec eux, on travaille avec eux. Et on reste agriculteurs à part entière. Entre la cueillette et le conditionnement, Alpes Coccinelle emploie 90 personnes pour une livraison assurée en quelques heures seulement. Contrairement à la fraise espagnole qui mettra plusieurs jours et devra passer par la case frigo en perdant de sa saveur. C'est principalement livré sur Lyon, donc les fraises font peu de kilomètres et c'est l'intérêt de notre production locale, quoi. En fait, nous, ça ne nous intéresse pas de vendre des fraises ailleurs, quoi. En fait, l'idéal, c'est que les fraises de l'Isère soient mangées dans l'Isère, soient mangées dans le Lyonnais, quoi, principalement, quoi. Plus cher que la fraise espagnole, l'Iséroise ne joue pas dans les mêmes catégories. Elsinore, Donna, Darselect, Charlotte ou Marat des Bois, des variétés fragiles et délicates. Mais elles sont belles, c'est vrai. Oui, elles sont appétissantes. Elles sont appétissantes. Oui, elles sont belles. J'espère qu'elles sont aussi sucrées qu'elles sont belles. Arrivées à la maison, elles tiendront toutes leurs promesses et seront fidèles au rendez-vous dans les rayons jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Voilà qui fait envie. Ils vont bientôt pouvoir se faire une accolade, les agents des routes des départements de la Savoie et des Hautes-Alpes au sommet du col du Galibier. Le déneigement du célèbre col est en cours. Le passage du col par le tunnel doit ouvrir vendredi vers 16h. Ambiance et images à 2500 mètres d'altitude avec Xavier Schmitt et Didier Alban. Dans le silence des cimes, un seul bruit. La machine qui perce mètre après mètre la neige accumulée cet hiver. Une banquise. Là, il y a 3 mètres d'épaisseur à peu près. Jusqu'à la route? Jusqu'à la route, il y a à peu près 3 mètres, oui. L'agent sonde régulièrement le manteau neigeux pour retrouver le tracé de la route. Il prend ses repères sur les poteaux échelonnés sur les côtés. Le rythme de progression est variable. Ça dépend tout de l'épaisseur de la neige, de la largeur de la route, s'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas dire comme ça on va déneiger en tant de temps. Si la neige est très dure, on va mettre plus de temps pour la manger, et si elle est un peu plus douce, on va mettre un peu moins de temps. Il faut prévoir 1 mois et demi pour déneiger les 12 derniers kilomètres qui montent au col du Galibier. Un col de légende, l'un des 5 plus hauts cols des Alpes à 2642 mètres. Et c'est le plus souvent traversé par le Tour de France. C'est sûr que c'est un environnement qui est grandiose. Il y en a beaucoup qui nous envient. Mais bon, il ne fait pas toujours un temps comme aujourd'hui. Quand on est dans le brouillard ou la neige et le vent, c'est totalement différent. Le Galibier relie la Savoie et les Hautes-Alpes. Côté sud, la route est presque dégagée. Une restauratrice prépare déjà la saison d'été en commençant par déneiger. La route devrait ouvrir vendredi ou samedi, mais nous, je ne sais pas. Le plus rapidement possible, dans la semaine prochaine ou ce week-end, si on arrive à déneiger un petit peu de côté. L'ouverture de la route par le tunnel qui passe sous le col est prévue le 20 mai. Mais il faut compter encore 15 jours pour dégager et sécuriser les derniers 500 mètres qui mènent au mythique Galibier. À lire sur notre site internet France 3 Alpes, la vente ce soir à Genève de ce qui pourrait bien devenir le diamant le plus cher au monde. Le célèbre diamant bleu Oppenheimer est estimé entre 38 et 45 millions de dollars. Il est mis en vente par la maison Christie's pour la première fois en vente publique. Une découverte à présent, leur aventure musicale les a amenés du Sahara algérien à Grenoble. Le groupe Touareg Nabil Bali est installé dans la capitale des Alpes depuis 4 ans maintenant et il présente ce jeudi à la Source de Fontaine son tout nouvel album. Damien Morelli, Franck Serroni et Hervé Cadet-Petit ont rencontré ces bluesmen du désert. Rencontré à Janet, je commençais une thèse après avoir fini un DEA en musicologie. Je voulais travailler sur le lien entre l'évolution d'une société et l'évolution de sa musique. Et toute une histoire qui s'est faite autour de ces musiciens qui avaient envie de sortir un peu de Janet, d'aller au-delà de leur pays. On est parti dans cette aventure un peu folle et j'ai laissé tomber la thèse. Il est des rencontres qui changent des vies. Celle de Catherine Legras avec les musiciens de Nabil Bali et de celle-ci. Passionné par la culture touareg, cet ancien instit a mis sa vie entre parenthèses pour accompagner 4 artistes originaires du sud algérien. À Grenoble, Nabil, Tahar, Smaïl et Manou ont bâti leur projet musical autour de leurs racines touareg. L'origine de toute cette culture, c'est les styles temdé. Le style temdé, c'est un style qui est joué par les femmes à Janet et que nous, on essaye de ramener tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est musique qui a été chantée par les vieilles de Janet, pour les mettre sur des guitares électriques et tout ça, et transmettre les messages. Hommage au père de Nabil et Manou, poète musicien décédé il y a 10 ans, l'album Amkhar In, chanté en tamashek, fusionne les styles. On va au-delà de la musique touareg et chercher ailleurs. Et par exemple, on a ramené de l'arabo-andalou, on a ramené du reggae, du blues, du latino. On cherche plutôt de la faire voyager. Parce qu'on répète à la source. Réalisé à Grenoble, l'album devrait aider le groupe à faire voyager sa musique, mais aussi à décrocher des dates de concert.
J'ai envie d'une part que les gens découvrent ce groupe et puis la richesse de cette musique, et puis tous les messages qu'ils ont apportés, à savoir un message de paix, parce que ça revient souvent dans leurs paroles, montrer les Touaregs un petit peu autrement que cette image d'Épinal qu'on en a, de l'homme bleu sur son chameau. C'est des gens qui ont beaucoup à nous apporter, je pense. Nabil Bali partagera cette nouvelle odyssée musicale ce jeudi avec le public de la Source de Fontaine. Avant de vous quitter, je vous rappelle ce qui a fait la une de ce journal ce soir. Un accident de travail mortel à Froges, en Isère. 2 ouvriers qui travaillaient au fond d'une cuve d'aluminium dans l'usine Amcor ont fait un malaise. L'un d'eux est mort, l'autre est dans un état grave ce soir. Ce seraient des émanations de gaz, peut-être du monoxyde de carbone qui serait à l'origine de l'accident. Une enquête judiciaire a été ouverte. C'est ainsi que s'achève ce journal.